On va démarrer. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième session de la semaine des débats de Climate Change. Après l'ouverture d'hier, il s'agit du premier débat sectoriel qui porte précisément sur les transports. D'autres participants devraient nous rejoindre un petit peu plus tard, mais on va commencer par saluer nos invités déjà. Guy Lebras du GART, Nicolas Beaumont de Michelin et puis Charlène Coissy de l'Observatoire des mobilités africaines, bienvenue. Nous excusons également notre secrétaire général, Bernard Soulage, secrétaire général de l'association Climate Change, qui aurait dû dire un petit mot en introduction et qui n'a pas pu pour des raisons de dernier moment. Mais nous le saluons. Je vais commencer par présenter l'association Climate Change, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. C'est une association qui se veut être un réseau de tous les acteurs non étatiques afin de les faire travailler ensemble sur des stratégies climat. Cela inclut les entreprises, les collectivités territoriales, les ONG et puis tous les groupements qui sont représentés au sein de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, toutes les associations de citoyens notamment. Alors, nous avons trois activités principales. Tout au long de l'année, nous organisons des événements pour mobiliser nos coalitions d'action. Il s'agit d'événements organisés sur le continent africain, mais également à l'échelle internationale. Cette année, nous n'avons pas pu tenir notre sommet annuel qui était supposé être organisé au Rwanda pour réunir nos coalitions africaines, mais nous avons développé un cycle d'ateliers et de webinars dédiés depuis le mois de septembre. Nous remercions tous les participants qui ont été très nombreux et qui nous rejoignent encore aujourd'hui. L'association Climate Change, c'est également une plateforme en ligne à travers laquelle nous essayons de valoriser les initiatives et les actions remarquables en matière d'atténuation et d'adaptation. Ah, petite coupure. Je suis de retour, ça a coupé, je crois. Veuillez m'en excuser. Non, je disais donc, je parlais de du deuxième pilier de l'association Climate, une plateforme qui vise à mettre en valeur donc, les initiatives, non seulement les initiatives, mais toutes les actions qui sont prises par les acteurs non étatiques à l'échelle locale pour traiter de l'atténuation et de l'adaptation du changement climatique dans tous les secteurs d'émissions. L'association Climate Change, c'est aussi depuis cette année un plaidoyer qui a été adressé en amont des décisions et des débats européens sur les plans de relance et le Green Deal. Et puis c'est avant tout, et c'est pour, c'est avant tout, non, mais c'est pour cela que vous êtes réunis. C'est aussi un observatoire de l'action climat non étatique qui est actif depuis 3 ans pour témoigner, analyser et identifier les grandes tendances et les signaux faibles de l'action climat à travers différents focus. Un focus territorial, un focus d'adaptation, un focus finance qui a été publié ce mois de septembre, tout récemment. Et puis, aujourd'hui, nous vous présentons donc l'un des 6 secteurs traités dans notre bilan de l'action climat par secteur. Il s'agit donc des transports, pour lequel nous avons donc organisé avec Favé ici présent, consultant, qui a travaillé avec nous pendant plusieurs mois. Nous avons donc travaillé à l'analyse de toutes ces tendances d'action dans le secteur des transports qui vont pouvoir vous raconter un petit peu ce qui s'est produit, non seulement en 2019, comme nous le faisons habituellement, mais également en 2020, avec l'impact du Covid-19 sur les stratégies climat des acteurs. Il était impensable pour nous de le passer sous silence, puisqu'on peut plus se permettre aujourd'hui de parler climat comme auparavant. C'est donc de cela que nous allons discuter aujourd'hui. Le Covid-19 a-t-il accéléré ou grippé les stratégies climat dans le secteur des transports? Je donne la parole à Guylain Favé pour nous présenter les grandes tendances analysées dans ce bilan cette année. Guylain, c'est à toi. Alors, merci Antoine pour cette introduction et bonjour à tous. Alors, comme le dit Antoine, l'objectif cette année sur ce rapport transport, c'est bien de montrer l'action en 2019 des différents acteurs sur le point de vue climatique et comment cette action a été impactée par la crise que nous vivons aujourd'hui. Donc, je vais rentrer tout de suite sur les grosses tendances, les tendances de fond du secteur du transport. Donc, en 2019,
les émissions du secteur ont progressé de 0,5%. On ne voit pas le suivant. Voilà, donc les émissions ont progressé de 0,5% en 2019. C'est une progression qui est un peu plus faible que les années précédentes. Et il faut bien garder en tête que ce secteur, il représente toujours un quart environ de nos émissions de CO2. Et surtout, c'est l'un des secteurs les plus carbonés, avec seulement 3% de la consommation énergétique qui est fournie par les renouvelables. Par renouvelable, c'est surtout dans ce secteur des biocarburants et un petit peu d'électrification. Alors, on l'a tous vu en mars, avril, au cours du confinement, avec les restrictions de déplacement pour près de 50% de la population mondiale, on a vu une chute brutale de la demande, principalement dans l'aérien et dans le transport terrestre. Donc, il est logique que la réponse actuelle à cette crise dans le secteur du transport soit massive. Et vous le voyez sur ce graphique qui montre le montant des plans de relance dans les pays du G20 par secteur. Le secteur du transport bénéficie de 240 milliards de dollars d'aide. Et ce qui est un peu préoccupant, ce qu'on a noté, c'est que 57% de ces fonds vont favoriser indirectement les combustibles fossiles, ceci sans contrepartie environnementale vraiment stricte. Donc, je vais rentrer maintenant dans chacun des secteurs. Donc, je vais commencer par le secteur terrestre, le routier. Alors, ce qui a été marquant également cette année, on le voit sur ce graphique que vous avez en bas à droite, c'est l'évolution de la fréquentation des transports publics dans diverses villes du monde. Donc, toutes les villes ont été impactées par cette crise. Cette crise est globale et sans précédent. Et les opérateurs de transport public ont été durement impactés. Donc, j'ai mis quelques chiffres. Par exemple, à Lima, c'est moins 93% de fréquentation, moins 72% à Los Angeles. Donc, tous ont été impactés, mais le challenge le plus gros reste dans les villes des pays en développement, où les transports publics sont souvent informels, sont des transports uniquement privés et ne bénéficient d'aucune aide de la région ou de l'État. Donc, c'est particulièrement préoccupant parce que c'est déjà dans ces régions du monde que l'accès au transport public est déficitaire. À l'échelle globale, vous avez 50% de la population urbaine qui a un accès facilité au transport public et donc 50% qui n'a pas cet accès. Alors, au cœur de cette crise, la réponse qui est très positive, c'est l'engouement pour le vélo. Les collectivités locales ont développé massivement et très rapidement des infrastructures vélo ou ont favorisé également la marche. Une base de données en ligne a recensé près de 900 actions d'urgence pour favoriser le vélo ou la marche. Donc, c'est un signal très positif et la crise permet de renforcer en fait cet engouement pour le vélo qu'on notait déjà précédemment. Et ce qui est très important de noter, c'est que ceci, on l'observe partout. Ce n'est pas uniquement en Europe ou à Paris, de notre point de vue, ce qu'on voit aujourd'hui. Mais on l'a vu par exemple à Bogota, qui a inauguré 84 km de pistes cyclables en un temps record. Et le point négatif, du coup, également, par contre, avec cette baisse des transports publics, c'est qu'une partie des usagers va se reporter sur la voiture individuelle. Donc, il faut savoir que le marché de la voiture individuelle, le marché de la voiture, de l'automobile, il était déjà impacté depuis, en fait, en 2018, les ventes de véhicules neufs avaient déjà baissé et cette baisse s'est accrue en 2019 et donc bien sûr maintenant au cœur de la crise. Donc dans ce marché un petit peu morose, les véhicules électriques, eux, leurs ventes ont progressé de 15% en 2019. Et je ne sais pas si vous voyez bien sur ce graphique à droite, il montre l'évolution des ventes de voitures électriques et des voitures hybrides entre 2019 et 2020. Mais elles ont été moins impactées par la crise que le marché mondial. Donc on voit une baisse de 14% des ventes de véhicules électriques, alors que la baisse est de 28% pour l'ensemble des véhicules. Ce qu'on voit aussi, par contre, sur ce graphique, c'est que le marché du véhicule électrique est encore concentré dans 3 régions, en Chine, en Europe et aux États-Unis, et que la part de marché totale, elle est encore très faible. On a en 2019, c'était 3% de part de marché pour les véhicules électriques, alors qu'en parallèle, la part des SUV elle est de 41%. Si on va dans des pays comme l'Australie ou les États-Unis, c'est une voiture sur 2 vendue qui est un SUV. Alors la crise, elle a aussi permis d'accélérer aujourd'hui les réflexions sur la démobilité, les réflexions sur la réduction de la demande de transport. Donc on le voit tous aujourd'hui, on est tous un peu coincés chez nous en télétravail.
Donc ça permet de raviver ces questions de comment les villes peuvent réduire leur demande de transport. Donc c'est une réflexion qui est portée massivement par les villes, et une tendance qui est vraiment louable cette année, enfin en 2019 en tout cas, c'est qu'on a vu des villes africaines, donc au Cameroun, à Douala et Yaoundé, des villes qui ont inauguré leur plan de mobilité urbaine durable. Donc ça essaime hors d'Europe. C'était des phénomènes qui jusqu'à maintenant étaient surtout concentrés en Europe et qui s'étendent dans le monde entier. Donc voilà pour le transport routier. Je vais passer maintenant au transport ferroviaire. Donc les indicateurs du transport ferroviaire qu'on a pour l'année 2018 sont tous positifs. On a une expansion du réseau, une hausse du transport de passagers et une hausse du transport de fret. Vous voyez sur le graphique l'évolution de la demande de transport du passager. Donc on note qu'elle est vraiment concentrée en Asie. Le ferroviaire, de manière générale, est concentré dans quelques pays, la Chine, l'Inde, l'Union européenne. Mais quand on regarde, alors si ces signaux sont positifs, quand on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte que cette expansion aujourd'hui du ferroviaire, elle répond surtout à des objectifs économiques et également à des objectifs stratégiques, des objectifs d'accès à des ressources minières, d'hydrocarbures, et peu à des objectifs climat ou à des objectifs de report modal. Donc, deux exemples qui sont assez emblématiques, c'est que l'essentiel aujourd'hui de l'expansion du réseau, elle se fait en Chine sur des lignes à grande vitesse, donc dont le but à demi avoué est surtout de stimuler la croissance économique du pays. Et un exemple également pour le transport de fret, en 2019, la plus grande ligne de fret qui a été inaugurée est une ligne toujours en Chine de fret qui est dédiée uniquement au charbon, donc qui va relier des mines de charbon au nord vers des centrales thermiques au sud. Et la capacité de cette ligne est de 200 000 tonnes de charbon par an. Donc c'est plus que la production allemande de charbon, par exemple, à titre pour avoir un ordre de grandeur. Donc à côté de ça, on a quand même des signaux très positifs, 3 signaux très positifs du côté du rail. L'électrification se poursuit. Aujourd'hui, c'est le secteur du transport qui est le plus électrifié et l'électrification continue. Et surtout, cette électrification peut être boostée avec les nouvelles technologies. On le voit dans certaines régions européennes avec l'avènement de trains à batterie et de trains à hydrogène. On note également de nouveaux outils qui sont employés à tous les étages, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau local, pour redynamiser le transport de passagers. Donc, j'ai mis en exemple ici la baisse de la TVA sur le transport de passagers en Allemagne. Et on a vu également un exemple en France de coopératives citoyennes qui s'est réappropriée dans ces lignes. Et enfin, le troisième point positif que je voulais mettre en avant, c'était la résilience du fret ferroviaire par rapport à d'autres secteurs. Donc, il s'est maintenu et a même été favorisé par la crise, puisqu'il est plus résilient aux restrictions sanitaires. Donc, on a notamment sur les lignes qui relient la Chine à l'Europe une hausse du transport de fret sur le premier semestre 2020. Alors, pour ce qui est du transport maritime maintenant, on a également les dernières données que nous avons sont les données de l'année 2018. Donc, on note une baisse des émissions de CO2 alors que la demande de fret maritime a augmenté. Donc, c'est un secteur, lui, qui voit une très nette progression de son efficacité énergétique. Ce qui est notable en 2020 dans ce secteur, c'est la nouvelle norme de l'Organisation maritime internationale pour réduire la pollution de l'air au soufre. Donc, on a un objectif de réduction de cette pollution et on a également un objectif de réduction des émissions de CO2 qui avait été pris en 2018, qui est la réduction des émissions de 40% d'ici 2030. Alors, face à ces deux contraintes, les compagnies maritimes adoptent deux stratégies principalement. La première est de substituer le fuel lourd, qui est le carburant principal, par le gaz naturel liquéfié ou par des fuels à faible teneur en sulfure. Alors, cette technologie a l'inconvénient d'augmenter les émissions de méthane et les émissions de lac carbone, qui sont également des gaz à effet de serre. Et l'autre technologie qui est favorisée massivement de par son coût actuellement, c'est ce qu'on appelle les scrubbers. Ce sont des dispositifs qui permettent de neutraliser les échappements de la combustion et donc de réduire la pollution au soufre. Alors, l'inconvénient majeur de cette technologie, c'est que la plupart du temps, l'eau de mer qui est servie pour réduire cette pollution au soufre est rejetée dans les océans et augmente l'acidification des océans. Donc, vous voyez sur le graphique à droite l'évolution assez impressionnante du nombre de navires qui sont équipés de ces dispositifs.
Alors, ce secteur a également été impacté par la crise, principalement le secteur de passagers, qui a connu un recul massif. On a tous vu les croisières, les ferries. Mais en revanche, le transport, le fret maritime, lui, s'est maintenu à très bon niveau et a montré, comme le fret ferroviaire, en fait, sa résilience. Et un second impact de la crise, c'est la réduction du prix du pétrole qui augmente la durée du retour sur investissement des scrubbers et réduit la demande pour ces dispositifs. Donc, il faudra suivre comment ces dispositifs évoluent dans les prochaines années. Et enfin, je vais finir sur l'aérien. Alors, vous le voyez sur ce graphique, la croissance du transport de passagers était vraiment exponentielle depuis des décennies. En 2019, on avait encore une hausse des émissions de 2%. Et ce qui est vraiment flagrant sur ce graphique, c'est qu'aucun événement majeur des dernières décennies n'avait impacté cette croissance, que ce soit le choc pétrolier ou que ce soit encore la crise financière de 2008, alors qu'on voit aujourd'hui un stop qui est vraiment brutal, avec une réduction de 68% quand même de la demande de passagers, même si c'est encore une estimation. Et surtout, l'industrie mise sur un retour à la normale avant 2023, voire 2024. Donc, dans ce secteur, le premier impact de la crise, c'est que l'industrie a immédiatement renégocié ses objectifs climatiques. L'industrie avait mis en place un programme de compensation volontaire des émissions, le CORSIA, et la ligne de base en fait, de ce programme a été revue. Et donc, ce programme, aujourd'hui, il se retrouve allégé. Autrement, les compagnies aériennes misent toujours sur les mêmes stratégies, qui sont l'optimisation des opérations aéroportuaires, l'usage généralisé des biocarburants, ainsi que la technologie et l'électrification. Mais elles misent toujours sur un doublement de la demande de transport de passagers d'ici 2050. Donc, ce qui est critiqué à raison par les ONG. Et le deuxième impact de cette pandémie sur le secteur, c'est qu'on a un recul des États sur les taxes qu'ils souhaitaient ou allaient mettre en place sur les passagers ou sur le transport de fret. Et enfin, on a vu bien sûr un soutien massif des États aux compagnies aériennes, que ce soit par des prêts garantis ou même par des renationalisations. Donc, je vous ai mis les montants ici. Les pays du G20 ont alloué 110 milliards de dollars quand même aux compagnies aériennes. Dans l'Union européenne, c'est 33 milliards de dollars. Donc, pour conclure rapidement sur le secteur du transport, on voit donc que la pandémie, on s'y attendait, elle met un coup d'arrêt brutal à la hausse des émissions qu'on observait récemment. Mais sur nous, elle permet de mettre en valeur, elle a renforcé des tendances de fond qu'on observait déjà les années précédentes. Donc, certaines sont positives, comme l'essor de la mobilité douce, de la marche et du vélo dans les villes. Et par contre, on voit qu'on a un recul dans certains secteurs, donc principalement dans l'aérien, avec un report à plus tard des objectifs climatiques. Donc, voici pour la conclusion de ce secteur. Antoine, je te laisse. Merci, Guilain. Merci beaucoup pour cette présentation et merci donc pour tout ce travail réalisé depuis plusieurs mois pour témoigner à la fois des tendances qui s'étaient engagées en 2019 dans chacun de ces 4 secteurs et puis des continuités ou des ruptures provoquées par le Covid-19. Pour en discuter avec nous, donc, j'accueille notre panel du jour, nos invités, Nicolas Beaumont, Charles Poissy, savoir des mobilités africaines, et puis Guy Lebras, directeur général du groupement des autorités responsables de transport. Et puis je passe la parole à Concepción Alvarez, journaliste chez Novetic, qui nous fait le plaisir d'animer cette table ronde. Concepción, c'est à toi. Merci beaucoup, bonjour à tous. On va démarrer tout de suite sur ce qui nous a impacté évidemment et ce qui continue à nous impacter cette année, la crise du Covid. Vous l'avez entendu avec la présentation de Guilain, cette pandémie a bouleversé toute l'économie avec des effets notables sur le domaine du transport. L'un des effets, outre donc l'effet bénéfique sur les transports doux en effet, c'est que le revers de la crise, c'est que dans beaucoup de pays, les personnes se sont reportées sur leur voiture pour des raisons sanitaires et ont délaissé les transports en commun. C'est notamment ce qui se passe en France. Guy Lebras, tout l'enjeu maintenant, c'est de faire revenir finalement les citoyens dans les transports en commun. Et c'est là-dessus que sont mobilisées les autorités responsables de transport que vous représentez. Alors, comment y arriver? Comment faire revenir les citoyens dans les transports en commun?
Bon, d'abord, merci de m'avoir invité. Et puis, je voudrais aussi remercier Climate Chance, Guy Lafave et puis toute l'équipe d'avoir fait cette étude tout à fait intéressante. Parce qu'elle redonne une perspective internationale qui est importante. Nous travaillons sur les questions internationales beaucoup avec la Codatu et je pense qu'on peut mettre en commun nos connaissances sur ce sujet-là pour avoir une approche véritablement globale de la question. En écoutant la présentation qui a été faite tout à l'heure, je me suis rappelé d'un événement qui maintenant est sorti des mémoires, mais qui montre que l'histoire est un éternel recommencement. Je me rappelle qu'en 2007, quand quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République française, il a lancé une grande concertation qui s'appelait le Grenelle de l'environnement, qui a été quelque chose de tout à fait important et positif pour toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions environnementales. Et que pas loin d'un an après, en 2008, il y a eu la crise financière aux États-Unis et que quelques mois après cette crise financière, je me rappelle avoir entendu le président Nicolas Sarkozy dire maintenant l'environnement, ça suffit. Et donc, on est finalement dans ce recommencement-là, c'est-à-dire que j'entendais hier sur une radio nationale française 2 citoyens de la Convention citoyennes pour le climat se plaindre qu'on leur avait promis que toutes les actions seraient mises en œuvre sans filtre, à part, je crois, 3 jokers dont avait parlé le président de la République Emmanuel Macron, et que finalement on leur dit bah oui, mais maintenant la crise est passée par là, donc il va falloir attendre. C'est pas tout à fait exactement comme avant. Alors moi, par rapport à cette crise, je vois aussi effectivement des effets négatifs et des effets positifs. Dans un pays comme la France, et je sais que nous sommes dans une réunion internationale, donc je voudrais quand même bien prévenir que ce que je dis est vraiment valable pour la France, où finalement il y a un transport public qui est organisé par des collectivités locales, que l'on appelle des autorités organisatrices de la mobilité, et qu'il est très largement financé par de l'argent, je dirais, public, puisqu'il y a évidemment l'intervention des collectivités locales, il y a aussi l'affectation d'une taxe spécifique que l'on appelle le versement mobilité, qui est très important, puisque maintenant, en moyenne, il aborde à peu près 46-47% du total du financement du transport public dans notre pays, ce qui fait que finalement, l'usager final ne paye qu'une partie très modérée, de l'ordre de 20% du coût de son transport. Et donc, de ce point de vue-là, bien évidemment, la crise a très rapidement impacté, si je puis dire, le modèle économique et le modèle de financement de notre système, puisque, comme je viens de le dire, la majeure partie est fondée sur une taxe qui repose en fait sur le travailleur salarié. Donc, à partir du moment où les travailleurs salariés ont été mis au chômage partiel pour une très grande proportion, ben, évidemment, il y a eu un impact. Alors, comme on est dans un système pour lequel, si je puis dire, il y a une certaine latence par rapport aux résultats, pour le moment, l'impact est encore relativement faible sur le plan financier. Il est de l'ordre de 8% pour le versement mobilité et de l'ordre d'une vingtaine de pourcents pour la partie perte de recettes. Mais nous pensons qu'au global, sur la durée de la crise, on va plutôt constater des chiffres du type de l'ordre de 20% de baisse sur le versement mobilité et de 30% sur les pertes de recettes. Donc évidemment, la question fondamentale est de savoir comment est-ce que l'on va compenser cela, déjà pour permettre à l'offre de rester ce qu'elle est. Parce que si on constate que en fréquentation, pendant le premier confinement, la fréquentation est tombée très basse, hein, c'était quelques pourcents de fréquentation par rapport à la normale. Aujourd'hui, dans le deuxième confinement, on est quand même à une moyenne qui est bien plus élevée, qui dans les grandes métropoles est plutôt de l'ordre de 30 à 40% de fréquentation, mais avec une offre qui, elle, est restée quasiment à sa valeur normale pour ce qui est des transports urbains. Pour les transports ferroviaires, intercités, TGV, etc., c'est évidemment différent. Mais en tout état de cause, on est quand même à une offre qui est importante et une fréquentation qui est très faible, enfin qui est beaucoup plus faible que la normale. Donc, comment faire en sorte de faire revenir ces personnes
dans les transports publics. Bon, déjà, il faut assurer la durabilité économique et financière du système. Donc ça, c'est une question qui se pose au plan international. Les Allemands ont mis 5 milliards d'euros pour les autorités organisatrices sur la table. Les Hollandais ont mis 1,5 milliard d'euros sur la table, ce qui, proportionnellement à la taille du pays, est très important. En France, nous sommes aujourd'hui pour le plan de relance sur 1,2 milliard d'euros pour les transports du quotidien et grosso modo 550 millions d'euros pour la partie transport public du quotidien urbain. Et donc, de ce point de vue-là, on est encore relativement loin de l'effort qui est fait dans un certain nombre de pays. Et bien évidemment, l'organisation dont je fais partie, le GART, milite pour qu'il y ait une véritable compensation qui soit décidée au même niveau que ce qui est fait par les autres États européens. Le point aussi qui est un point de difficulté, c'est que si vous vous souvenez de ce qui a été dit pendant, je dirais, la première partie de la crise, notamment au niveau du premier confinement, c'était que finalement les transports publics, c'était le danger, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait mettre un masque, il fallait maintenir la distanciation et que le transport public, du point de vue des autorités sanitaires, pouvait apparaître comme étant un vecteur de diffusion de la pandémie. Alors, toutes les études scientifiques qui ont été faites montrent que ça, c'est pas exact. Il n'y a pas de cluster issu des transports publics. Les transports publics ne sont pas un vecteur de diffusion de la pandémie. Et donc, de ce point de vue-là, très clairement, il faut rassurer les usagers et tout faire pour qu'ils reviennent vers ces transports publics. Bien évidemment, et vous en avez parlé, tout ce qui a été fait pour le vélo est extrêmement positif. De toute façon, nous sommes en France très en retard sur la pratique du vélo dans les transports urbains du quotidien, mais on est bien conscient qu'on ne va pas remplacer une ligne de RER comme la ligne A du RER à Paris qui transporte 1 million de personnes par jour par 1 million de bicyclettes que l'on va mettre entre l'Est et l'Ouest de Paris. Donc, bien évidemment, il faut organiser la complémentarité de ces modes et faire en sorte que, bien sûr, le vélo se développe, mais que aussi les transports publics de masse puissent trouver une pérennisation et un modèle économique qui fasse qu'on puisse maintenir l'offre au niveau où elle était avant. Donc, il faut continuer à soutenir cette offre par des plans de développement. C'est l'objet de l'appel à projet qui va bientôt être lancé par le gouvernement français. Et puis, soutenir, évidemment, les finances des collectivités de manière à ce qu'elles puissent continuer à faire profiter le public d'un système de transport qui est jugé quand même de manière, je dirais, presque internationale comme étant un des plus performants au monde. Donc, voilà ce que je voulais dire en réponse à votre question. Merci Guy. On voit que donc il y a cette double problématique de financement et évidemment de rassurer, de rassurer sur les conditions sanitaires. En Afrique, la crise Charlène Kouassi a aussi fragilisé les transports en public, les transports en commun, pardon, qui étaient déjà pas très efficaces. Vous allez nous raconter ça. En tout cas, ce qu'elle montre, cette crise, c'est qu'il faut un vrai renforcement de l'offre, d'une offre de masse qui soit fiable et sécurisée, au risque sinon de voir une explosion du recours à la voiture individuelle. Mais ce n'est pas forcément ce qui est mis en avant dans les plans de relance actuellement. Hein. C'est ce que vous me disiez, Charlène. Votre micro. Excusez-moi. Parfait. Oui, effectivement, Concepcion, merci beaucoup pour cette ouverture. Merci à Climate Change pour ce débat, toujours d'une très bonne qualité. Merci aussi pour ce bilan sectoriel. Effectivement, en Afrique, on assiste à un certain nombre de tendances. On observe déjà depuis pas mal d'années. Les États se tournent plutôt vers une politique de transport de masse, bien sûr, parce qu'on le sait depuis le début des années 80 avec les plans d'ajustement structurel, les compagnies de transport public ont vu leur système complètement mis à mal et le transport informel a pris justement le dessus. On est à une part très très importante aujourd'hui. Donc pour recontextualiser un peu le transport informel, comme l'a dit un peu Guylain, c'est un système qui s'appuie essentiellement sur du privé.
donc sur des associations d'entreprises du transport, sur des propriétaires de véhicules qui mettent en circulation des taxis, qui mettent en circulation des minivans, qu'on trouve dans toute l'Afrique. En Afrique de l'Ouest, on en voit aussi beaucoup. Et c'est eux qui tiennent le transport, le corps du transport. Parce que l'offre de transport public, comme j'ai dit, est déficitaire et ne parvient pas à répondre à la demande, tout simplement. Donc là, les principaux objectifs et stratégies des gouvernements, c'est d'appuyer ces transports de masse avec des bus capacitaires type BRT, par exemple, des bus à haut niveau de service, qui sont dans les plans, dans la plupart des plans des villes africaines. Au Nigeria, je sais qu'il y a déjà un BRT, en Namibie aussi, en Tanzanie. Donc les villes, effectivement, du sud, les villes du sud du continent africain sont un petit peu plus avancées sur ces questions de transport de masse. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'il y a une réelle volonté de renforcer ce transport public, parce que, comme je le disais, le transport informel, c'est quasiment 80% de l'offre. Tout à l'heure, Guy Lebras parlait d'1 million d'usagers au niveau du RER A. Au niveau d'Abidjan, par exemple, les minivans, effectivement, transportent aussi 1 million de passagers par jour. C'est énorme, sachant que la compagnie de transport public va en transporter à peu près 700 000 par jour. Donc, vous voyez un petit peu le ratio. C'est intéressant de voir que c'est ce transport informel-là qu'il faut moderniser, qu'il faut peut-être aussi rendre plus propre, parce que c'est elle aujourd'hui qui est le plus émettrice de gaz à effet de serre. Et puis organiser, donc intégrer ces modes de transport informels au futur transport public, parce que, encore une fois, c'est vrai que les choses sont un petit peu plus lentes en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, mais il y a une réelle volonté des gouvernements à satisfaire la demande et à minimiser, je ne vais pas dire minimiser, mais en tout cas intégrer le transport informel, mais le rendre un petit peu moins important, en tout cas réduire la part modale, parce qu'aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, c'est eux qui dominent et malheureusement, bon, ça mène à plusieurs problématiques. On a une problématique sécuritaire, on a une problématique de pollution. Donc voilà, ils sont structurés, mais suffisamment professionnalisés. Et c'est véritablement l'enjeu aujourd'hui en Afrique, c'est la professionnalisation du secteur du transport et remettre l'usager au cœur du système. C'est vraiment ça. Merci beaucoup, Charlène. Je passe la parole à Nicolas Beaumont, qui est directeur du développement et de la mobilité durable chez Michelin, mais qui a aussi plusieurs autres casquettes à l'international. Il y a Moving On Lab, donc c'est un think Michelin sur la mobilité durable, dont fait partie l'Observatoire des mobilités africaines. Il y a aussi la Transport Decarbonization Alliance qui regroupe villes, pays et entreprises. Et puis, Nicolas, vous avez aussi rejoint Some for All, Sustainable Mobility for All, qui là regroupe l'ensemble des parties prenantes pour transformer le secteur. Alors du coup, avec cette vision d'ensemble et internationale, est-ce que vous diriez que la crise va accélérer la transformation du secteur vers une mobilité durable ou au contraire la freiner quand on voit, comme l'a rappelé Guilain, que les plans de relance favorisent encore largement les constructeurs auto, les compagnies aériennes, sans forcément demander de contrepartie écologique en face. On peut s'interroger. Qu'en est-il, Nicolas ? Nicolas, que je ne vois... Ah, voilà. Alors, toujours le micro. Merci. Bonjour Conception, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et de soutenir Climate Chance. La Fondation Michelin soutient depuis plusieurs années Climate Chance et donc je suis très content d'être avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà que la crise, c'est la question que vous me posiez,
accélère une transformation. Ensuite, ce qui est clair aussi, c'est que la crise montre bien, comme c'était le cas auparavant, que la mobilité est absolument nécessaire au progrès humain, parce que la mobilité, c'est l'accès aux soins, c'est l'accès à la nourriture, c'est l'accès aux amis. C'est qu'on a vu que pendant cette période de Covid, la mobilité était différente, mais ça ne veut pas nécessairement dire globalement moins de mobilité. Et c'est toute la question de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir et comment ça va se rééquilibrer et comment quelque part la crise sanitaire peut être intégrée comme un des critères qui doit être pris en compte et un critère de robustesse. Et on en parlait tout à l'heure pour les transports publics. Il se trouve qu'il y a eu une perception que dans le cadre d'une crise sanitaire comme la Covid, les transports publics n'étaient pas robustes. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Alors ensuite, il y a la différence entre la perception, la réalité et comment tout ceci se rééquilibre. Et ce qu'on voit dans toutes les instances internationales dans lesquelles Michelin participe, que ce soit, comme vous le disiez, la Transport Decarbonization Alliance, Sustainable Mobility for All, qui est une initiative de la Banque mondiale, l'International Transport Forum, Moving On, on voit que globalement, la direction ne change pas. Mais la direction ne changeant pas, il y a des choses qui se font plus vite que d'autres. C'est-à-dire qu'on voit le transport aérien, vous en parliez tout à l'heure, le transport aérien, il y a une baisse énorme du transport aérien, mais on voit que cette baisse énorme du transport aérien fait que ce transport se transforme plus rapidement et on voit toutes les annonces des avionneurs qui travaillent sur des avions à hydrogène, à électricité propre, d'autres modes, etc. Donc on voit des accélérateurs, mais toutes ces grandes instances, on voit par exemple la Banque mondiale avec Some for All, ne bougent pas d'un iota sur la vision long terme. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça n'a pas ébranlé les systèmes, les organisations internationales de transport. L'autre chose qu'on voit, c'est que toutes ces organisations internationales, et on le voit dans le bilan de l'Observatoire, maintenant, toutes les briques existent. La question, c'est de mettre les briques ensemble et de faire travailler ensemble les différentes parties prenantes. Et c'est là où ça devient très compliqué. Mais toutes ces organisations internationales qui regroupent plusieurs parties prenantes arrivent de mieux en mieux à le faire. Et l'incompréhension qu'il pouvait y avoir au départ, les différences de vocabulaire, tout ça est en train petit à petit de disparaître. Donc ça, c'est très très bien. Et les choses sont prises de manière écosystémique. D'autre part, ces organisations internationales se rendent compte qu'il faut appliquer les choses au niveau local. Et par exemple, l'initiative Sustainable Mobility for All, qui a sorti une Global Roadmap of Action, qui est l'ensemble des politiques publiques nécessaires pour avancer vers la mobilité durable, est en train de faire un travail appliqué à l'Afrique du Sud, avec le soutien de la Banque de développement du Sud de l'Afrique, et auxquels nous participons pour appliquer ces politiques à la transformation de l'Afrique du Sud vers une mobilité durable. On le voit aussi dans le cadre de Climate Chance, puisque la Fondation Michelin a eu la chance de financer une feuille de route de décarbonation du transport pour la Côte d'Ivoire, et on est en train de travailler pour une feuille de route sur le Sénégal. Donc ce qu'on voit, c'est que toutes ces organisations qui étaient très générales commencent à appliquer les concepts. Et puis, on voit un certain nombre de problématiques qui ressortent. Il y avait une grande réunion de la Banque mondiale où M. Maktar Diop, qui est le responsable mobilité de la Banque mondiale, était présent il y a quelques jours et où Michelin était aussi présent. Et où la question, par exemple, des véhicules d'occasion qui risquent de se retrouver en Afrique, et je sais que ça, c'est une question qui est chère à Charlène, bon, ça a été évoqué très clairement au niveau de la Banque mondiale et en général, et des institutions internationales. Donc, ce qu'on voit, et j'ai un côté toujours très optimiste, c'est que la mayonnaise est en train de prendre avec toujours cette idée de plus de mobilité, c'est-à-dire permettre aux personnes d'être plus mobiles avec pas d'impact, et en plus qui allie à la fois, et ça Charlène en a parlé et Monsieur Lebras aussi, le fait qu'on ne peut pas parler de décarbonation, c'est-à-dire que Climate Chance, par nature, lie obligatoirement les aspects environnementaux
sociaux et sociétaux. Et on voit que mobilité durable, qui est à la fois une mobilité plus sûre, parce qu'il y a quand même 1,4 million de morts sur les routes chaque année, meilleure pour l'environnement, à la fois CO2 et pollution, plus accessible et plus efficace, on voit que les silos aussi dans ce domaine-là sont en train de disparaître et que les acteurs se mettent à traiter les différentes composantes en parallèle. Donc voilà un petit peu la manière dont je voulais résumer ce que je peux voir par notre implication dans ces différentes organisations internationales. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce message optimiste en tout cas. Charlène, est-ce que vous confirmez, au-delà de la crise, que la décarbonation est un sujet qui commence à être pris en compte en Afrique, avec peut-être des exemples pour compléter ce que disait Nicolas? Oui, effectivement, Conception, on a énormément de projets qui se mettent en place sur le terrain. Nicolas Beaumont parlait de l'Afrique du Sud. Effectivement, on a l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est le pionnier de l'électrique, on va dire, en Afrique, en tout cas en termes de vente de véhicules individuels. Bon, ça reste quand même très minime par rapport au monde occidental, mais l'Afrique du Sud est un peu un exemple, tire vers le haut, en tout cas cette dynamique de l'électrique. En Afrique, on a aussi le Maroc qui est très très avancé et qui compte justement sur son potentiel énergétique au niveau du solaire pour mettre en place des solutions de mobilité électrique, aussi bien au niveau du transport public avec les trambus, avec le tramway par exemple à Casablanca ou la ligne de bus électrique à Marrakech. Donc c'est très encourageant. Il y a aussi pas mal de constructeurs présents sur le territoire. Je pense à Renault, à PSA par exemple, ou à Beyond Your Dreams, le constructeur chinois, qui met en place aussi des solutions de mobilité électrique. Vous m'entendez bien? D'accord, super. Super. Aussi en Afrique de l'Ouest, un certain nombre de projets aussi qui se mettent en place. Je parlais d'Abidjan tout à l'heure. On a 50 bus articulés à Abidjan qui fonctionnent au gaz naturel, donc qui font partie aussi de ce plan de décarbonation au niveau national. 2000 normalement sont attendus d'ici 2021. En tout cas, c'est un objectif assez optimiste. Sur Dakar aussi, il y a un projet qui se met en place, aussi bien de BRT que de train aussi, le TER qui va être inauguré très bientôt pour désengorger la ville de Dakar. Donc ça aussi, c'est une grande avancée. Ça participe aussi à la décarbonation. Il y a aussi un projet financé par les Nations Unies, pardon, le Programme pour l'environnement des Nations Unies, qui finance actuellement un projet aux directions de Dakar et Lagos, qui est un gros pôle urbain aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, pour la mise en place de bus propres, donc en biocarburant et sans soufre. Donc c'est impressionnant comment l'Afrique bouge, et comme le disait Nicolas Beaumont, on est véritablement optimiste ici. Parce que les opportunités sont énormes, les besoins sont énormes, et les gouvernements sont un petit peu tirés aussi par ce secteur privé qui donne le pas, et puis par les institutions aussi internationales, parce que malheureusement l'administration reste quand même très lourde, les procédures sont très lourdes. On a des projets, on parlait de l'impact du Covid, si ça a accéléré ou bien crispé. Au final, moi, je ne dirais pas forcément que ça a accéléré, parce que les horizons sont toujours à 2025, à 2030, à 2050. Il n'y a pas eu de réajustement par rapport à la crise, parce que malheureusement, on a du mal à s'adapter, on va dire, en termes d'urgence. Là, avec le Covid, par exemple, au niveau du transport public, il n'y a pas eu d'amélioration. Au contraire, on a vu les vulnérabilités, on a vu la fragilité du système, on a constaté. Mais bon, les politiques sont en place. Moi, je suis persuadée que ça va, comme on dit, que ça va le faire. On a une feuille de route aussi en Côte d'Ivoire, comme l'a dit Nicolas Beaumont, qui pousse aussi ce secteur. Au Sénégal aussi, au Kenya, ils sont aussi en train de faire ce même processus-là. L'Afrique bouge, l'Afrique est en marche, et la décarbonation aussi est au centre de
ces politiques-là. Donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Charlène. On va se tourner vers les entreprises de nouveau. Nicolas Beaumont, vous êtes donc au sein de Michelin en train d'opérer cette transition pour passer d'une entreprise produit à une entreprise de mobilité. Donc, vous allez nous expliquer ce que ça implique. Je voulais aussi vous interroger pour savoir si le message est diffusé au sein des entreprises de changer de business model, non pas seulement, aussi, mais pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons économiques. Donc, pas de business sur une planète morte. C'est ce que vous appliquez, vous, chez Michelin. Est-ce que c'est un message qui est diffusé et qui commence à être compris au niveau international? Nicolas Beaumont. Allez, votre micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Oui, c'est un message qui commence à être compris au niveau international. Et ce que je disais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, on parlait des questions de financement, mais il faut parler aussi des questions de business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont marche la plupart de nos pays, la plupart des sociétés, c'est un équilibre entre les personnes, la planète et la création de valeur. Et ce qui est extrêmement important, c'est d'arriver donc à chaque fois à développer des business models qui permettent aux différents acteurs de pouvoir créer cette valeur. Parce que sinon, on tombe toujours sur des problèmes de financement. Je vais vous prendre comme exemple, en ce moment, il y a une communauté d'intérêt dans le cadre de Moving On autour de Mobility as a Service, parce qu'on parle beaucoup de Mobility as a Service, c'est génial, c'est fabuleux, etc. La question, c'est s'il n'y a pas de business model, ça ne va pas se développer. Et donc, il y a une communauté d'intérêt très intéressante en ce moment entre des groupes qui sont plutôt sur l'infrastructure et l'ingénierie, des groupes qui sont plus des opérateurs de transport, et puis des startups digitales pour réfléchir à qu'est-ce que peut être un business model et comment on le déploie. Quand on parle de l'électrification, toutes les questions de comment l'État prélève ou ne prélève pas, ou finance ou ne finance pas des taxes sur l'électricité qui sont utilisées pour le transport, et donc comment est-ce que les États remplacent l'argent qu'ils récupéraient des taxes sur l'essence et le diesel, tout ça, c'est des vraies questions. Et si on n'arrive pas à les prendre en compte et à les gérer, à partir de ce moment-là, les choses n'avanceront pas parce que les capitaux ne seront pas disponibles. Et c'est ça qui rend les choses assez compliquées. Et donc, l'économie de la fonctionnalité est un moyen, parmi tant d'autres, de trouver ces business models. Et je vais vous donner un exemple qui est un peu assez simple, c'est-à-dire que dans le cadre de Michelin, par exemple, aujourd'hui, nous sommes un des plus grands gestionnaires de flotte au monde. Et le fait d'être gestionnaire de flotte, si vous essayez de vendre un pneu qui est un pneu basse résistance au roulement ou un pneu bon pour l'environnement, vous allez avoir des problèmes pour le vendre. Pourquoi? Parce que beaucoup de consommateurs ne sont pas prêts à payer plus cher pour quelque chose qui est bon pour l'environnement. Un yaourt bio, oui, parce que c'est bon pour ma santé. Un pneu bio ou un pneu qui est meilleur pour l'environnement, c'est plus compliqué. Si maintenant vous gérez des flottes de camions, et que le fait de mettre ce pneu sur les véhicules permet aux gestionnaires de flotte d'économiser du carburant et donc au bout du bout d'économiser sur sa facture globale, là vous trouvez un moyen d'allier planète et création de valeur ou planète et profit pour ce client. Et donc la partie environnementale n'est plus une contrainte. Elle est créatrice de valeur pour l'entreprise qui fournit le produit et le service, et elle est créatrice de valeur directe sous forme d'argent sonnant et trébuchant pour la personne qui l'opère. Et c'est ce type de business model qu'il faut arriver à trouver, que ce soit pour les réseaux formels, les réseaux informels, pour arriver à faire que cette transformation aille plus vite, aille d'elle-même, et ne soit pas seulement liée aux convictions éthiques des uns et des autres, ou aux lois et réglementations que les États vont mettre en place. Donc, il y a un équilibre à trouver entre l'éthique des uns et des autres, les réglementations mises en place par les États ou les organisations professionnelles, et puis les business models des différents produits et services qui sont en train d'être mis à disposition.
Merci, merci Nicolas, c'est très clair ce double enjeu. Je finis ce tour de table avec vous, Guy Lebras. On revient en France où les collectivités englobent désormais l'ensemble des questions de mobilité au-delà du transport public. Est-ce que vous pouvez nous décrire les tendances observées, ce qui est en train de changer, vers quoi on se dirige et comment finalement réussir à sortir du modèle encore dominant du tout voiture, hein. Vous me disiez qu'encore 80% des déplacements en moyenne en France se font en voiture, davantage dans les campagnes que dans les centres urbains. Comment inverser la tendance? Oui, d'ailleurs, c'est une statistique qui a été reprise effectivement dans l'étude dont on parle aujourd'hui et qui est intéressante, c'est qu'effectivement, malgré tous les efforts, le transport individuel automobile reste très largement dominant au niveau national, même si effectivement on peut constater que dans les métropoles, la part, si je puis dire, modale des transports publics est relativement importante, de l'ordre de 30%, et qu'effectivement, là, on est sur, je dirais, une approche beaucoup plus complémentaire entre le transport privé et le transport public, avec l'apparition des nouvelles mobilités. Alors ça, c'est un phénomène qui ne date pas de la crise. C'est tout un process qui est issu de ce que l'on a appelé les assises de la mobilité et qui a abouti au vote en décembre, enfin la promulgation en décembre 2019 d'une loi très importante qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités, qui a consacré le fait que dans les responsabilités des autorités organisatrices de la mobilité, alors d'abord qu'il fallait que tout Français, quel que soit le territoire sur lequel il était, puisse avoir en face de lui une autorité organisatrice de la mobilité qui organise sa mobilité. Et donc ça, c'est une approche de gouvernance qui est très importante, mais en plus que cette autorité organisatrice doit gérer l'intégralité de la mobilité. Auparavant, on parlait d'autorité organisatrice de transport. Maintenant, on parle d'autorité organisatrice de la mobilité. Donc, ça veut bien dire qu'on parle du transport public, mais aussi du transport partagé, du transport à la demande, des modes doux, et que tout ça doit être, je dirais, organisé de façon complémentaire. Mobility as a Service est aussi, effectivement, moi, ce que je préfère appeler, pour prendre un terme plus français, la mobilité servicielle est aussi effectivement une nouveauté qui est importante et qui est intégrée de manière très claire au sein de la loi d'orientation des mobilités. Donc tout ça doit être mis en œuvre. Alors on a une petite difficulté, c'est que la crise a fait qu'on a pris beaucoup de retard sur les décrets d'application, sur l'application de la loi d'orientation, mais ça va être une action très importante pour les mois et années qui viennent, en tout cas en France. Je voudrais, quand on préparait cette table ronde Conception, moi je vous ai parlé d'une anecdote que je trouve très intéressante parce qu'elle n'est pas située en France, elle est située en Angleterre, qui est donc chantre d'un certain libéralisme, d'une certaine approche libérale de la politique de mobilité. Eh bien, il y a quand même des autorités organisatrices de mobilité en Angleterre, et notamment, il y en a une très puissante qui s'appelle Transport for London. Et pas plus tard qu'il y a 2 ans, Uber s'est vu interdire toute activité sur le territoire de Transport for London parce que justement, il ne respectait pas les objectifs de mobilité durable du maire de Londres, Sadiq Khan, qui est aussi président de TfL. Et donc, pendant 18 mois, ils n'ont pas pu développer leurs activités. Et pour revenir sur le marché, ils ont dû s'engager à assurer une certaine complémentarité et à respecter ces objectifs. Donc, on voit bien que partout dans le monde, cette notion de couple entre l'autorité organisatrice de la mobilité et des délégataires qui font du transport public, mais qui peuvent être des entreprises privées, ou même des entreprises qui ont des licences, si je puis dire, pour pouvoir organiser ces transports, c'est quelque chose de tout à fait important. Et moi, je sais que quand nous intervenons au travers de Codatu dans les pays du Sud, nous insistons toujours sur l'importance de la présence de cette autorité organisatrice de la mobilité qui couvre l'intégralité des mobilités. Aujourd'hui, si dans quelques mois, on va pouvoir inaugurer un TER à Dakar, c'est bien parce qu'il y a une autorité organisatrice maintenant sur Dakar
pour organiser tout cela. Alors bon, elle est encore un peu trop rattachée au président de la République, ça remonte un peu trop. Il y a encore un certain nombre, si je puis dire, de simplifications et de délégations, si je puis dire, de pouvoir à donner à cette autorité organisatrice, mais ça va quand même dans le bon chemin. Moi, il y a quelques années, nous avons eu une conférence de la CODATU à Addis Abeba et j'ai remarqué qu'à Addis Abeba, il y avait un réseau de transport public qui fonctionnait pas trop mal. Et bien pourquoi? Et bien parce que justement, on a un État fort qui organise la complémentarité entre le transport public et le transport informel. Donc voilà, gouvernance, intégration et des complémentarités entre tous les différents modes de transport. Ça, c'est pour nous quelque chose qui nous paraît très important pour les mois et années qui viennent, pour faire en sorte qu'il y ait une véritable mobilité durable un peu partout. Je crois que ce qu'on peut dire, il nous reste encore quelques minutes avant de conclure. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le bouton converser en bas. On va essayer de les prendre. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ça avance. La prise de conscience des enjeux écologiques est là. On le disait notamment avec Charlène Coissy, ça avance lentement, mais ça avance. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, on a reçu quelques questions. Notamment donc de Baya Benkar qui demande si l'amélioration de la qualité de l'air et la baisse des émissions de gaz à effet de serre que l'on observe permettent de dire que le problème de la pollution est réglé grâce au confinement. Et est-il possible d'empêcher la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de repartir de plus belle une fois la crise passée? C'est ce qu'on espère. Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. Il y a eu effectivement une baisse des émissions. Guy Lebras, allez-y. Oui, alors il faut faire très attention parce que ce sont des effets d'aubaine, si je puis dire, par rapport à la pollution. Pendant le premier confinement, on a effectivement constaté une baisse des émissions, mais quand il y a eu le déconfinement, comme il y avait un manque de confiance des usagers pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure envers le transport public, eh bien, en fait, tout le monde s'est reporté sur son véhicule individuel. Et en fait, les effets locaux, si je puis dire, de cette baisse de la pollution ont été très vite effacés. Donc, on est quand même dans un phénomène qui est extrêmement peu durable et on ne pourra véritablement régler les problématiques d'émissions qu'en s'attaquant, si je puis dire, à des changements structurels et à des changements de comportement durables. On ne peut pas considérer que de ce point de vue-là, bon, la crise nous a ouvert une petite lucarne, si je puis dire, en disant voilà quel pourrait être le monde avec moins d'émissions. Mais malheureusement, ça n'a pas été d'un effet si durable que ça. Non. Et on espère qu'il ne faudra pas des confinements comme ça toutes les années pour réussir à atteindre nos objectifs. Une autre question qui s'intéresse au transport aérien et maritime. Quelles sont les restrictions adoptées pour limiter les émissions de ces deux secteurs recommandés par l'accord de Paris? Donc, ces deux secteurs qui n'étaient pas intégrés dans l'accord de Paris et qui ont pris donc des objectifs a posteriori. Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus? Peut-être quelqu'un de Climate Change? Non, peut-être. Est-ce que tu veux répondre ou je prends peut-être la parole? Comme tu souhaites. Sur le maritime et l'aérien, donc effectivement, ce sont deux secteurs qui sont tenus à l'écart de l'accord de Paris, donc qui ne sont pas tenus par les engagements internationaux, mais ce sont des secteurs qui se sont engagés par eux-mêmes à travers les deux agences spécialisées des Nations Unies sur le transport maritime et le transport aérien, donc l'OMI et CORSIA. Chacune ont établi leurs propres objectifs d'émissions à l'horizon 2030 et 2050. Alors, pour le dire rapidement, le problème de la pollution atmosphérique se pose en particulier pour le transport maritime, qui a donc, comme Guylain le rappelait au début de cette présentation, commencé la mise en œuvre d'une nouvelle norme qui s'appelle OMI 2021 pour réduire les émissions de soufre qui échappent des navires, notamment dans les zones portuaires. Et donc, pour limiter ces émissions de soufre, on impose de nouvelles normes. Donc, en fait, on limite les taux de soufre inclus dans les échappements. Et les compagnies maritimes, pour s'y complaire, ont deux options. Soit utiliser des carburants alternatifs, très peu soufrés, mais qui coûtent pour l'heure plus cher que les carburants traditionnels, soit s'équiper de ce qu'on appelle, ce sont des sortes de tours de contrôle et d'épuration des échappements. Ça s'appelle des scrubbers. Et donc, en fait, c'est pour l'heure la solution technologique qui est adoptée en masse par les compagnies maritimes, même si, du coup, la baisse des prix du pétrole a commencé à redonner une certaine compétitivité aux carburants alternatifs peu soufrés. Ça, c'est pour le transport maritime. Pour ce qui est du transport aérien,
On sait tous qu'en 2021 devait commencer la phase pilote du programme de Corsia, le programme Corsia, qui est un programme de compensation des émissions du transport aérien. Alors, c'est un programme qui devait compenser toutes les émissions supplémentaires au-delà de la moyenne des émissions calculées sur l'année 2019 et 2020 pour chaque compagnie aérienne volontaire. Or, l'année 2020, pas de bol, est exceptionnelle pour le secteur aérien, avec des émissions qui sont si basses que ça deviendrait très peu avantageux pour le secteur de s'y fonder. Donc, les règles ont été modifiées. Désormais, ce ne sont plus que les émissions, le niveau d'émissions de l'année 2019 qui compte. Et donc, à partir de l'an prochain, les compagnies aériennes commenceront à acheter des crédits carbone pour financer des projets de compensation sur le terrain afin d'une part, donc, compenser leurs émissions et d'autre part, de s'engager sur des transformations technologiques, notamment grâce à l'hydrogène ou l'électrification des moteurs d'avion. Ce sont en tout cas les objectifs qu'ont donnés les plans de relance français et britanniques, par exemple, et les objectifs que se sont donnés des entreprises comme Airbus. Voilà. Merci beaucoup. Il est midi, on a tenu les temps. Je vous propose de conclure cet échange. Merci beaucoup, Conception. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants et donc merci Conception pour cette animation. Merci à tous les participants. Vous pouvez bien sûr consulter le bilan en ligne sur le site de Climate Change. C'est très facile à retrouver et on espère vous revoir plus tard dans la semaine pour tous les autres ateliers virtuels qui se tiennent. On souhaiterait également très brièvement remercier nos partenaires qui nous permettent en fait de travailler, donc forcément de réaliser ce bilan. La Fondation Michelin, évidemment, pour commencer, qui nous a fait le plaisir de sa présence aujourd'hui, mais également tous ceux qui s'affichent à l'écran. On ne peut pas les oublier, c'est grâce à eux qu'on peut réaliser ces analyses. Merci à tous et à très bientôt. Rendez-vous cet après-midi pour la table ronde sur l'usage des sols. À tout à l'heure. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Sur le marque.